Retour à l'entrée du site. Aller à la table des matières d'Hippocrate. Œuvre d'Hippocrate. Le serment. Texte grec. Introduction. Le serment est, par la beauté de la forme et par l'élévation des idées, un des plus précieux monuments de la littérature grecque. C'est la pièce la plus ancienne et la plus vénérable des archives de la famille des Asclépiades. 2. Est probable que la formule s'en était perpétuée par tradition depuis longues années, quand Hippocrate l'a définitivement rédigée telle que nous la possédons. Les autorités les plus imposantes, les preuves les plus irrécusables s'élèvent en faveur de son authenticité. Nous trouvons parmi les anciens les témoignages d'Hérothien, de Scribonius Largus, de Soranus, de Saint Jérôme, de Saint Grégoire de Nazian, de Th. Priscianus, de Suida, parmi les modernes, ceux de Lémos, de Phoès, de Maybom, de Trier, de Burner, de Gruner, d'Ackermann, de Monsieur Littré, et évidemment d'une époque où les confréries médicales étaient en pleine vigueur, ce qui ne peut guère se rapporter qu'au temps où florissait Hippocrate. D'ailleurs Platon, de Lègue 4, p. 720, confirme ce qui est dit dans le serment sur la transmission de la science aux enfants par les pères, transmission qui a fait la gloire des Asclépiades et en particulier de ceux de Cos. 2. Nous apprend, en effet, qu'il y avait 2 espèces de gens traitant les malades, les serviteurs des médecins, appelés aussi médecins et qui n'apprenaient que par routine. Les médecins proprement dits, formés par une vocation naturelle et par les préceptes de leurs pairs. J'apporte une preuve nouvelle de l'authenticité du serment en établissant dans la note 5 que la double forme d'enseignement admise dans ce petit traité se place à peu près certainement à l'époque de Platon, contemporain d'Hippocrate. Le serment, qui imprimait quelque chose de si solennel et de si sacré à l'exercice de l'art, était prononcé par les médecins au moment où ils allaient entrer en fonction. Cette petite pièce se divise en 3 parties. La première comprend l'invocation, la deuxième l'exposition des devoirs que le médecin s'engage à remplir envers son précepteur, ses propres élèves, ses malades et envers lui-même, la troisième contient l'imprécation. Le serment. Je jure par Apollon médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, 01, je prends à témoin tous les dieux et toutes les déesses, 02, d'accomplir fidèlement, autant qu'il dépendra de mon pouvoir et de mon intelligence, ce serment et cet engagement écrit. De regarder comme mon père celui qui m'a enseigné cet art, de veiller à sa subsistance, de pourvoir libéralement à ses besoins, de considérer ses enfants comme mes propres frères, 03, de leur apprendre cet art sans salaire et sans aucune stipulation, 04, s'ils veulent l'étudier. De communiquer les préceptes vulgaires, les connaissances secrètes et tout le reste de la doctrine, 05, à mes enfants, à ceux de mon maître et aux adeptes qui se seront enrôlés et que, l'on aura fait jurer selon la loi médicale, mais à aucun autre. Je ferai servir suivant mon pouvoir et mon discernement le régime diététique au soulagement des malades. J'éloignerai de tout ce qui pourrait leur être nuisible et toute espèce de maléfice. Jamais je n'administrerai un médicament mortel à qui que ce soit, quelque sollicitation qu'on me fasse. Jamais je ne serai l'auteur d'un semblable conseil. Je ne mettrai pas aux femmes de pécer abortif, 06. Je conserverai ma vie pure et sainte aussi bien que mon art. Je ne taillerai jamais les calculeux, mais je les adresserai à ceux qui s'occupent spécialement de cette opération, 07. Dans toutes les maisons où j'entrerai, ce sera pour le soulagement des malades, me conservant pur de toute iniquité volontaire, m'abstenant de toute espèce de débauche, 08, m'interdisant tout commerce honteux, soit avec les femmes, soit avec les hommes, libres ou esclaves. Les choses que je verrai ou que j'entendrai dire dans l'exercice de mon art, ou hors de mes fonctions dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, 09, je les tairai, les regardant comme des secrets inviolables. Si j'accomplis fidèlement mon serment, si je ne faillis point, puissé-je passer des jours heureux, recueillir les fruits de mon art et vivre honoré de tous les hommes et de la postérité la plus reculée, mais si je viole mon serment, si je me parjure, que tout le contraire m'arrive. 01, Apollon, fils de Jupiter, dieu du soleil et de la médecine, eut pour fils Esculape, qui à son tour eut pour fils Podalyre et Macaon, et pour fille Hygie, la santé, et Panacée, le remède universel. Confère pour les livres relatifs à l'histoire des dieux de la médecine et de leur culte, L. Choulan, BIBL, Médic, Historica, V, page 28 et suive. Et les Adi, par J. Rosenbaum, page 8 et suive. Je signalerai plus particulièrement les ouvrages suivants, C. F. Undertmark, Exercite, de principe. DISR, Med. Tutelle, AP. Vet. Graec. Adquerum, Lipsier, 1735, in 4 degrés, repro. Dans Opuscula ad med. Histoire pertinentia d'Ackermann. Norimbe,
1797, in 8 degrés, page 1 à 48, Institut. Histoire Med. d'Ackermann, Norimbe, 1792, in 8 degrés. Confère aussi, pour l'histoire des Asclépions, temple où Esculape était honoré, Undertmark, dissertation citée, p. 37, note 1 et Monsieur Malgaigne, lettre sur l'histoire de la chirurgie, Paris, 1842, in 8 degrés, 1, 9, page 59 et suivre. L'histoire des dieux de la médecine est une des questions les plus confuses de l'archéologie mythologique, et il appartiendrait à l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'élucider ce point important, qui touche aux limites de l'histoire et de la fable. 02. Cette invocation de tous les dieux et de toutes les déesses se rencontre presque toujours dans les formules de serment de l'Antiquité. 03. Adelphoi ison aresi, Germanis fratribus. Maibom veut que aresi signifie virilibus, strenui, generosi, pensant qu'Hippocrate fait allusion à la coutume ont les Grecs été de confier les emplois publics à ceux qui par leurs belles actions avaient rendu service à la République, confère page 85 et suivre. Cette interprétation est forcée et rien ne l'autorise. 04. Il ressort évidemment de ce passage que les médecins stipulaient avec leurs élèves une certaine rétribution appelée diactron, de didashkain, apprendre, par les anciens grecs, et didaskalion par les byzantins, maib, p. 88. Nous savons du reste positivement par le témoignage de Platon, voyez la notice biographique en tête du vol, qu'Hippocrate enseignait la médecine pour de l'argent. 05. Parangeli te kai acreusios. Les parangeliae sont les préceptes généraux accessibles à tous et divulgués par le maître, soit dans des leçons orales, soit dans des écrits rédigés ordinairement sous forme aphoristique, confère. Maib, 98, 9. Les acroacées sont les leçons orales auxquelles les adeptes seuls étaient admis, et dans lesquelles le maître traitait des questions scientifiques transcendantes. Cette division de l'enseignement, que l'on retrouve dans l'école de Pythagore, mais enveloppée sous la forme mystique de l'initiation égyptienne, était suivie par Platon, confère. Galien de Subst, Faculte, Nat, t. 4, page 758, 1, mais surtout par Aristote, ainsi que nous le voyons dans Aolugel, n. At. 20, 5. Aristote appelait les préceptes vulgaires esotrica, et les leçons réservées pour les adeptes acroamatica. Ainsi, quand le serment fut rédigé, les mots de la langue usuelle n'avaient pas été remplacés par des termes techniques, dont le chef du péripatétisme paraît être l'inventeur. Cette considération porte à penser que cette pièce date d'une époque où la division de l'enseignement n'était pas encore nettement opérée, ou du moins formulée, c'est-à-dire à l'époque de Platon. Hearn et Dacier entendent par les autres parties de l'Ear loi Papas Mathesios, l'application pratique au cas particulier. L. Choulan, Histoire littéraire. Yarbourg, 2. Année. Leipzig, 1839, page 114 pense que l'auteur désigne par les parangeliae, les leçons de petite chirurgie, et l'étude des symptômes au lit du malade, par les acroacées les cours scientifiques, et par l'Oap Mathésie un cours de clinique pour les élèves avancés. Mais il admet aussi l'autre interprétation. 06, ou des Ginaikip et son Phtorion d'Ozo. Le Serment est à ma connaissance le seul livre de la collection hippocratique où se trouve le mot Pessos, mais on trouve dans les différents écrits qui la composent, par exemple dans le traité des lieux dans l'homme, et surtout dans les traités relatifs aux maladies des femmes et à la génération, la mention de formes médicamenteuses qui, sous le nom générique de prosteron ou prostema, que les traducteurs latins rendent tantôt par Pessus, tantôt par Sundicium, répondent exactement au Pessoi des auteurs plus récents. 3. Prosteton ou prostema, avec ou sans pharmacone, ce qui est introduit, apposé, désigne toute espèce de médicament destiné à être introduit, soit dans le vagin, soit dans l'anus. Cette expression par cela même est très vague, et l'on ne peut reconnaître son sens précis que par l'examen du contexte. Les auteurs hippocratiques se servent très souvent de prostiténé pharmacone, pour indiquer l'application d'un pesser, et Hippocrate emploie aussi le mot prostemène pour désigner une femme dans le vagin de laquelle on a introduit un pesser médicamenteux, confère. Épide. I. Mâle. 4 et 5. Gal. Comme. 3. Inépide. I. Texte. 4 et 5. Pages 270 et 277. T. 17. Première part. De Superphoète. P. 49. 1. 46. Édition de Bâle. Galien, comme. 3. Inépide. I. Texte. 4. Page 270. T. 17. Fait observer que dans Hippocrate prosième nh seul, c'est-à-dire sans l'adjonction du mot balanos, suppositoire, se dit indifféremment d'une femme à qui on a mis un pesser ou un suppositoire. Ainsi, l'examen du contexte est le seul moyen de déterminer avec quelque sûreté le sens précis de prostemène quoi qu'il en soit,
je vais m'arrêter un instant sur l'historique du mot pesos et des pessères. Les modernes définissent un pesser, un instrument topique de forme et de nature extrêmement variée, destiné à être introduit dans le vagin pour y soutenir l'utérus, soit dans sa chute, soit dans ses renversements, ou pour y contenir une hernie vaginale. Gerdy, Traité des pansements, deuxième édition, p. 57. Les anciens définissaient un pesos de la laine cardée, arrondi en forme de doigt et imprégné de médicaments. C.F. Sells, v. 21,1. Antilus, dans son premier livre des médicaments externes dans Paul Dégine, 7, 24, p. 138, verso, ligne 47. Et édition d'Est, p. 094, Paul Dégine, 3, 61, p. 52, verso, 1, 20, et page 481, édition d'Est. Oriba, Collect. Med, X, 25, dans Est, page 398, et dans de Mattei, p. 322. Ainsi, le pesos des anciens, au lieu d'être comme notre pesser un instrument mécanique, consistait en un mélange de médicaments dont on enduisait des corps plus ou moins résistants, arrondis ou allongés, qui facilitait l'introduction de ces médicaments et les retenait dans le vagin. On trouve dans la collection hippocratique 4 formes principales de pesser. 1 degré. La première consiste en un mélange introduit à l'aide d'une sonde, mêle, recouverte ou non de laine, de superfoète. p. 50. 1. Trait. Édition de Bâle. L'auteur n'indique ni la figure ni la matière de cette sonde. Mais il est probable qu'elle était en plomb ou en étain comme toutes celles dont il est question dans les traités relatifs aux maladies des femmes, confère. Foès, Econ, Homomel. 2 degrés. La seconde espèce est très singulière. Elle est décrite dans le traité de la nature de la femme, Foès, p. 584. L'auteur veut qu'on prenne un morceau de chair de bœuf, sarcaboos, de la grosseur du gros orteil et de la longueur de 6 travers de doigts, qu'on l'enduise d'un mélange dont il donne la composition, puis qu'on l'entoure de laine trempée préalablement dans le même mélange, qu'on exprime le tout et qu'on introduise ce pesser dans le vagin, en ayant soin d'attacher un fil de lin à l'extrémité libre, afin de pouvoir le retirer plus facilement. Cette dernière précaution a été renouvelée par Antilus pour les pessers ordinaires, Paul Dégine, 7, 24. 3 degrés. On trouve très souvent la mention de pesser fait avec des résines, avec la tige, les fruits et le bulbe de certaines plantes, etc. Recouvert ou non de laine, et trempé dans des médicaments. 4 degrés. Les pessers les plus usités étaient faits avec une mèche de laine repliée sur elle-même, probablement attachée avec du fil, imprégnée de mélangés de diverses natures. Le premier auteur qui à ma connaissance ait donné au Proteta Pharmaca d'Hippocrate le nom de Pessoi, est Soranus p. 58 et suivent, 232 et 260, édition de Dietz. Ce mot désigne pour lui tantôt le mélange médicamenteux lui-même, tantôt le véritable pesos. Cette double signification se retrouve dans Galien, t. X2, page 332, dans Mirepsus, édition d'Est, page 556, et dans d'autres auteurs encore. Monsieur Malgaigne, dans sa belle et savante édition d'Ambroise, paraît, t. I. Introd. p. XCV, et t. 2, page 742 et suivent, ne fait pas remonter l'invention des pessers solides au-delà du XVe siècle. Il la rapporte à Matthieu de Grady. Ces pessers étaient en cire, revêtus de laine, trempés dans des mélanges médicamenteux, et placés à demeure dans le vagin pour soutenir la matrice. L'assertion de Monsieur Malgaigne ne me paraît pas exacte. Les pessers solides, employés contre les chutes de matrice remontent jusqu'aux hauteurs de la collection hippocratique. On trouve en effet dans le deuxième livre du traité des maladies des femmes, p. 650, édition de F, la mention de grosses canules de plomb laissées à demeure dans le vagin pour ramener à sa position naturelle la matrice déviée. On voit aussi dans le deuxième livre de ce même ouvrage, p. 656, dans le traité, les femmes stériles, page 387, et dans celui de la nature de la femme, p. 564, que l'on se servait contre les chutes de matrice, d'éponges soutenues à l'aide d'un bandage fixé autour des reins. Paul Dégine, 3, 52, et Essius, Tétrabe. 4, Serme. 4, Cap. 67, d'après Soranus, se servait aussi, dans le même cas, de gros pessers de laine bien serrés. Toutefois les anciens paraissent attacher presque autant d'importance aux substances dont ces pessers étaient imprégnés, qu'à leur puissance mécanique. Antilus, Locke. Sil, divisait les pessoi en 3 classes, les émollients contre l'inflammation, les apéritifs pour attirer les purgations et ouvrir l'orifice de l'utérus, les astringents pour resserrer la matrice relâchée ou pour la relever lorsqu'elle est tombée. Confère pour de plus amples détails, Trier,
Clinotechnia, Francfort et Leipzig, 1774, in 4 degrés, page 192 et suives. 07. Ce passage a grandement embarrassé les commentateurs, et a donné lieu aux opinions les plus paradoxales, confère. Entre autres, Haller, BIBL, Med. Tome 1, page 65, et Sprengel, Histoire de la Med. T. 7, p. 209. La seule qui me paraisse admissible, c'est que dès le temps d'Hippocrate, l'opération de la taille rentrait dans les spécialités, et qu'il y avait des lithotomistes, 4, comme il y en a eu dans les temps plus modernes, comme il y a de nos jours des lithotribes. Nous pouvons, du reste, appuyer cette assertion sur le témoignage d'Hérodote. Il nous apprend en effet qu'en Égypte il y avait des médecins pour toutes les maladies, des médecins pour les yeux, pour la tête, pour les dents. Des médecins pour les régions du ventre tonkatanédine, et d'autres pour les maladies invisibles. Histoire 2, 84. Qu'y a-t-il donc d'étonnant que quelques années plus tard Hippocrate parle de gens qui s'occupent spécialement de lithotomie, confère. Maibaum, Chap, c'est, mais surtout Burner, qui est moins diffus et plus clair. F. Boerneri super locum Hippocratis in jurjurando maxime vexatum, Meditation, Lipsier, 1741, in 4 degrés, 22 pages, reproduit dans Nocte Gelficae, page 735 et suives. 08, Galien, de Optimo Medico, T. I, page 59, dit, celui qui aime véritablement la science et l'étude ne doit ni s'enivrer, ni se gorger de nourriture, ni s'abandonner au plaisir de Vénus, en un mot il ne doit pas se faire l'esclave de son ventre et de ses honteux penchants. Le vrai médecin doit être l'ami de la modération comme de la vérité. 09, Éclalé était littéralement bavardé, manuscrit 2145, 2140, Bâle, Hearn, Maibaum, au lieu de Écalé était de Foès, de quelques manuscrits, entre autres de 2255. A. Induit en erreur par Trier, confère. Opusque, tome 2, p. 165, M. Littré avait mis en tête de ses témoignages celui d'Aristophane d'après un passage des Thesmophoriasus, vers 272 à 4, édition de B, auquel il avait donné un sens qui s'écarte du texte et de la pensée de l'auteur, confère. OEUV, Dip, Introd, page 31, mais il a reconnu plus tard, confère. Ibidem T. 2, Avert, P. XLVII, avec MM. Boissonnade et Létrone, qui s'appuie de l'autorité du Scholiaste de Ravenne, que ce passage se rapporte à un Hippocrate d'Athènes en but au trait satirique d'Aristophane, à cause de la stupidité de ses fils. Un autre Scholiaste G. Bourdin, qui vivait de 1517 à 1570 et qui écrivait en grec, suppose qu'il s'agit ici d'un Hippocrate qui avait dans sa boutique les images et les statues des dieux. Les sources où Bourdin a puisé cette ingénieuse interprétation sont inconnues, elle n'a donc aucun poids. Fritsch, dans son édition des Thesmophoriasus, Leipzig, 1838, change le texte en s'autorisant bien à tort du MS de Ravenne, et veut qu'on lise Iocratou, conducteur de port, au lieu des Hippocratou. Confère page 101, SQQ. Du reste, le passage en question a été très mal compris des traducteurs français d'Aristophane. 1. Galien semble placer le Timée parmi les livres acroatiques, la nature même de ce livre autoriserait ce sentiment, je ne sache pas du reste qu'on ait fait attention à ce passage de Galien. 2. Je remarque d'une part que le verbe dozo n'est guère applicable à un pesser tel que le définissaient les anciens, et d'une autre que Soranus, de Arte Obstetrica, etc. Texte grec, édition de Dieu, page 59, qui cite ce passage, ne semble pas avoir eu sous les yeux un texte qui porte à Pesne, voici ces paroles. 2. Il y en a qui rejettent les médicaments abortifs, invoquant le témoignage d'Hippocrate, qui dit, Oud, à nous doniftorions, dozo, c'est-à-dire, je ne donnerai rien d'abortif. 3. Ce que l'auteur du traité des maladies des femmes, page 609, édition de Foès, appelle collyrion, paraît être un mélange médicamenteux introduit dans le vagin sans le secours d'aucun corps résistant. 4. C'est par abus qu'on a donné ce nom à ceux qui s'occupent de l'opération de la taille, et qu'on a appelé lithotomie l'opération elle-même. Lithotomie, de lithos et temno, signifie proprement section de la pierre. Or, dans l'opération de la taille on ne coupe pas ordinairement la pierre, mais seulement les chairs. Cet abus de langage vient sans doute de l'inintelligence d'un passage de Cels, 7, 26, 3, où il est dit qu'Ammonius, d'Alexandrie, avait été surnommé lithotomos mais Cels prenait ce mot dans son acception littérale, et non pas dans le sens que nous attachons aujourd'hui au mot lithotomiste. En effet, cet Ammonius est l'inventeur d'un procédé qui consistait à briser, à l'aide d'un instrument qu'il avait imaginé, la pierre dans la vessie,
quand elle était trop grosse pour passer à travers l'incision des parties molles. L'invention d'Ammonius contient en germe celle de la lithotritie.